En politique, il y a des noms qui claquent, des visages qui divisent et qui ne laissent absolument personne indifférent. Et Raoul Edebo, c'est clairement l'un d'eux. Demandez autour de vous et vous obtiendrez des réactions radicalement opposées. Pour une partie de la population, il est l'incarnation de l'espoir, une sorte de Robin des Bois moderne, le seul qui ose vraiment secouer le cocotier et se dresser contre un système jugé injuste. Pour d'autres, au contraire, il est le visage souriant d'un danger bien réel, un démagogue qui manipule la colère des gens avec des idées d'un autre temps. Alors, ange ou démon, la question est posée. Et c'est vraiment ça, la question, qui est au cœur de tout. Comment est-ce possible qu'une seule et même personne puisse être perçue de manière si schizophrénique ? D'un côté, le sauveur de la classe ouvrière, de l'autre, le fossoyeur potentiel de l'économie et de la démocratie. Ce n'est pas juste une divergence d'opinion, c'est un véritable grand écart. Notre but, aujourd'hui, ce n'est pas de trancher, mais de plonger dans cette complexité. On va décortiquer ces deux portraits, celui de l'ange et celui du démon, pour essayer de comprendre, pas de juger. Alors, voilà notre feuille de route pour y voir un peu plus clair. D'abord, on va essayer de cerner ce qu'on appelle le phénomène Edebo. Ensuite, on va se plonger dans les deux visions qui s'affrontent. On commencera par le portrait à charge, celui du démagogue, puis on explorera le portrait à décharge, celui du tribun. Après ça, on tentera une synthèse pour comprendre ce paradoxe. Et on terminera en se demandant ce que tout cela nous dit, au fond, sur notre époque et sur la Belgique. Ok, allons-y. Première chose à comprendre, Raoul Edebo n'est plus simplement le président du PTB, non. Il est devenu un véritable phénomène politique. Il a réussi quelque chose d'assez rare. Il a complètement changé le centre de gravité du débat public en Belgique. Que ce soit sur la fiscalité, les salaires, les pensions ou même l'énergie, ses propositions, souvent radicales, obligent tous les autres partis, de la droite à la gauche socialiste, à réagir, à se positionner par rapport à lui. Il est devenu celui qui donne le là, celui par rapport auquel on se définit, qu'on le veuille ou non. Il a imposé ses thèmes et son tempo. Commençons par le côté sombre de la force, si on peut dire. Le portrait que dessinent ses plus féroces critiques. Pour eux, Edebo est un personnage dangereux. Un populiste charismatique, oui, mais qui cache derrière son sourire et son accent liégeois un projet politique radical hérité des pires idéologies du XXe siècle. C'est le dossier à charge, l'ensemble des arguments qui font de lui, pour ses adversaires, une menace pour la stabilité du pays. Le premier argument, et c'est le plus lourd, c'est l'idéologie. Ces critiques ne manquent jamais de le rappeler, le PTB, le parti de Edebo, n'est pas né hier. Il a ses racines dans le mouvement maoïste des années 70, une des branches les plus dogmatiques du communisme. Et quand Edebo se revendique lui-même marxiste, ce n'est pas anodin pour ses opposants. Il n'y voit pas une simple référence intellectuelle, mais la preuve qu'il adhère toujours à une vision du monde révolutionnaire. De là découle l'accusation centrale du double discours. Un langage modéré, presque social-démocrate pour les médias, mais en interne, une ligne beaucoup plus dure, fidèle aux fondamentaux, qui viserait à terme un changement de système. La question qu'il pose est donc, est-ce que les électeurs savent vraiment pourquoi ou pour qui ils votent ? Et cette critique idéologique se double d'une critique sur le fonctionnement même du parti. Le PTB opère selon un principe hérité de Lénine, le centralisme démocratique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, le débat est encouragé, mais seulement jusqu'à ce que la direction prenne une décision. Une fois la ligne décidée, c'est fini, tout le monde doit la suivre et la défendre publiquement sans la moindre critique. Pour les autres partis, c'est la définition même d'un système opaque et vertical. Ils y voient une contradiction flagrante. Comment un parti qui réclame plus de démocratie et de participation citoyenne peut-il fonctionner en interne comme une armée, avec une discipline de fer ? Vient ensuite son style. Edebo est un communicant hors pair, tout le monde le reconnaît, mais ses adversaires analysent sa rhétorique comme étant typiquement populiste. Cette manière de toujours opposer un peuple pur et travailleur à des élites corrompues et déconnectées, pour eux, ce n'est pas une simple critique du pouvoir, c'est une stratégie délibérée pour attiser la méfiance envers toutes les institutions, le Parlement, la justice, les médias. En gros, ils surferaient sur une vague de frustration bien réelle, non pas pour la résoudre, mais pour la transformer en capital politique personnel, quitte à affaiblir les fondations de la démocratie. Prenons un exemple qui revient tout le temps. Sa proposition de passer la TVA à 0% sur les produits alimentaires de base. Évidemment, ça parle à tout le monde. Qui pourrait être contre une baisse des prix sur la nourriture ? C'est simple, c'est direct, ça a l'air plein de bon sens. Mais pour ces critiques, c'est l'exemple parfait de la démagogie économique. Il pointe le coût énorme pour les finances de l'État, le risque que les entreprises empochent la différence sans baisser les prix et le manque total de précision sur le financement. C'est vu comme une promesse électoraliste, facile à faire mais impossible à tenir, conçue pour séduire sans se soucier des conséquences. Et cette critique s'étend à tout son programme économique. Le PTB, pour le monde de l'entreprise et les partis de droite et du centre, c'est un épouvantail. Leur proposition phare, la taxe des millionnaires, est perçue comme une mesure punitive qui déclencherait une fuite massive des capitaux hors de Belgique.
La peur, c'est un scénario où les investisseurs s'en vont, les entreprises délocalisent et au final, l'emploi est détruit. L'ironie, selon eux, c'est qu'un programme censé aider les travailleurs finirait par se retourner contre eux en sabotant le moteur économique du pays. Enfin, il y a le volet international qui est peut-être le plus sensible. Sa volonté de sortir de l'OTAN, par exemple, est jugée irresponsable dans le contexte géopolitique actuel. Et son abstention, ou celle de son parti, lors du vote au Parlement pour condamner l'invasion russe en Ukraine, a provoqué un tollé. Ses adversaires n'y voient pas une position pacifiste, mais le reflet d'un vieil anti-américanisme dogmatique, une sorte de réflexe qui consiste à systématiquement prendre le contre-pied du bloc occidental. Une position qui, selon eux, affaiblit la sécurité collective de l'Europe et fait le jeu des régimes autoritaires. Bon, maintenant, on change complètement de disque. On retourne la pièce de monnaie et on regarde l'autre face. Le portrait que brossent ses partisans, ses électeurs et ceux qui voient en lui un espoir. Et là, l'image est à l'opposé. Edebaul n'est plus le démagogue, il devient le tribut, c'est-à-dire une voix authentique, un porte-parole courageux des sans-voix, un homme politique d'une intégrité devenue rare. C'est le dossier à Deschartres. Pour comprendre cette vision, il faut partir de ses origines. Edebaul, ce n'est pas un héritier. Il a grandi à Herstal, près de Liège, un ancien bastion de la sidérurgie, une ville ouvrière, qui a connu la crise de plein fouet. Son père travaillait à l'usine, sa mère aussi. Ses convictions politiques, nous dit-on, ne sortent pas des livres, elles viennent de là, de son vécu. Et le point qui revient sans cesse, c'est son choix de vivre avec un salaire moyen de travailleur qualifié, environ 2 300 € net, et de reverser tout le reste de ses indemnités parlementaires à son parti. Pour ses partisans, ce n'est pas un gadget de communication, c'est un acte politique majeur, la preuve ultime de son intégrité et de sa volonté de ne jamais se couper des réalités quotidiennes des gens qu'il représente. Sa méthode de travail est vue comme un modèle de démocratie vivante. Il n'est pas enfermé dans sa tour d'ivoire parlementaire. Ses partisans le décrivent comme une véritable courroie de transmission. L'idée, c'est une boucle. Il part du terrain, il écoute, sur un piquet de grève, dans une association de quartier. Ensuite, il prend ses histoires, ses colères, ses revendications, et il les porte avec force dans l'hémicycle du Parlement. Et après, il ne disparaît pas. Il retourne sur le terrain pour expliquer ce qui s'est passé, pour rendre des comptes. Il ne se voit pas comme un élu au-dessus des gens, mais comme leur outil, leur porte-voix. Et puis il y a un rôle qu'on oublie souvent, mais qui est essentiel en Belgique, celui d'unificateur. Dans un pays constamment menacé par la division linguistique, Edebaul est un cas à part. Parfaitement bilingue, avec une mère flamande et un père wallon, il jongle entre les deux langues sans effort. Son parti, le PTB, est d'ailleurs le dernier grand parti unitaire du pays. En mettant l'accent sur les questions sociales, les bas salaires, les pensions, la santé, il parle aux travailleurs de Flandre comme à ceux de Wallonie. Et il tente de créer un front commun qui dépasse les clivages communautaires. Face au discours nationaliste, il propose une autre forme d'unité, celle de la classe sociale. Et son programme économique, pour ses partisans, il n'est pas du tout destructeur. Au contraire, c'est la seule alternative crédible à des décennies de politiques d'austérité qui ont, selon eux, affaibli les services publics. La taxe des millionnaires n'est pas vue comme une punition, mais comme un simple acte de justice fiscale pour que les plus riches contribuent davantage. C'est le moyen de financer correctement les hôpitaux, les écoles, les pensions, et il lie très fortement cette justice sociale à la justice climatique. Pour lui, la transition écologique ne doit pas se faire sur le dos des plus pauvres. Il défend une écologie populaire qui s'attaque aux grands pollueurs plutôt que de pénaliser les gens ordinaires. Bon, on a maintenant les deux portraits, le démagogue cynique d'un côté, le tribune intègre de l'autre. Deux histoires qui semblent totalement incompatibles. Alors, qui a raison ? La vérité, c'est que pour vraiment saisir le personnage, il faut peut-être arrêter de vouloir choisir un camp. La clé se trouve justement dans la tension, dans les contradictions qu'il incarne. C'est en analysant ce paradoxe qu'on peut commencer à comprendre le phénomène dans toute sa complexité. Prenons son langage, c'est l'exemple parfait. Est-ce qu'il est populiste ou populaire ? La frontière est mince. Quand il utilise des mots simples, des formules chocs, est-ce que c'est pour manipuler des esprits jugés peu éduqués, comme le disent ses détracteurs ? Ou est-ce que c'est une démarche profondément démocratique, pour être compris par tout le monde et pas seulement par une élite qui maîtrise les codes du jargon politique. Quand il oppose le peuple et les élites, est-ce qu'il creuse un fossé dans la société ou est-ce qu'il met des mots sur une fracture qui existe déjà et que beaucoup de gens ressentent ? On voit bien que la même action peut être interprétée de deux manières totalement opposées. Pour comprendre Edebaul, il faut aussi comprendre l'histoire de son parti. C'est une trajectoire assez folle. Le PTB est passé d'un groupuscule maoïste, quasi sectaire et totalement marginal dans les années 70 et 80 à une force politique majeure, capable de faire élire des dizaines de députés et qui est maintenant consultée par le roi pour former le gouvernement. Cette évolution pose une question stratégique fondamentale, qui est au cœur du paradoxe. Est-ce que le parti a vraiment changé son ADN révolutionnaire ou a-t-il simplement appris à jouer le jeu parlementaire pour mieux atteindre ses objectifs de long terme ?
C'est le grand débat. Renouvellement sincère ou stratégie du coucou? Une chose est sûre, c'est que cette montée en puissance a eu un impact énorme et très concret, notamment sur la gauche traditionnelle. Le Parti socialiste, qui a longtemps dominé cet espace, se retrouve face à un défi existentiel. Le PTB lui prend des voix, notamment dans son électorat historique, les ouvriers, les syndicalistes, mais aussi chez les jeunes. Cette concurrence force le PS à se repositionner, à gauchir son discours pour ne pas se laisser déborder. D'une certaine manière, Et Debout a réussi à tirer tout le débat politique vers la gauche sur les questions sociales et économiques, obligeant ses concurrents à parler de ces thèmes. Finalement, on peut résumer tout le paradoxe avec ce tableau. Prenez n'importe quel aspect de Raoul Edibou et vous aurez toujours deux lectures possibles. Son fameux salaire d'ouvrier, un coup de com' de génie, totalement cynique, ou un acte de solidarité authentique. Son idéologie marxiste, l'adhésion à une doctrine totalitaire dépassée, ou un simple outil d'analyse pour comprendre les inégalités du capitalisme. Son programme, une folie économique qui nous mènerait à la ruine, ou la seule alternative juste et financée. C'est cette dualité permanente, cette capacité à être perçu comme le meilleur et le pire en même temps, qui le rend si complexe et si fascinant à analyser. Alors, en conclusion, que retenir de tout ça? Peut-être que la chose la plus importante à comprendre, c'est que Raoul Edebout est bien plus qu'un simple leader politique. Il fonctionne comme un miroir tendu à la société belge et qui reflète crûment ses fractures, ses inégalités, ses angoisses. Mais il reflète aussi les aspirations d'une partie grandissante de la population qui ne se reconnaît plus dans les partis traditionnels et qui a le sentiment profond d'avoir été abandonnée. Et ce qu'il incarne dépasse largement les frontières de la Belgique. Son succès pose une question qui hante toute la gauche en Europe aujourd'hui. Comment peut-on formuler une critique radicale du système économique et politique actuel? Comment canaliser la colère sociale qui monte un peu partout, sans tomber dans les pièges du populisme simplificateur, et sans non plus réveiller les vieux fantômes autoritaires du communisme du XXe siècle? C'est l'équation quasi impossible que des figures comme Edebout tentent de résoudre. Au final, la question reste entière et chacun doit se forger sa propre opinion. Est-ce que le phénomène Edebout est le symptôme d'une démocratie malade qui a besoin d'un électrochoc pour se réveiller, ou est-ce le signe avant-coureur du retour d'idéologie que l'on pensait peut-être un peu vite, définitivement enterrée? Un espoir de renouveau démocratique ou une menace pour ses fondations? Seul l'avenir nous dira quel portrait l'histoire retiendra.